Alors, merci à tout le monde d'avoir repris place pour la deuxième partie de l'atelier. J'ai eu la chance de continuer à discuter avec certains et certaines d'entre vous, de connecter sur LinkedIn potentiellement, puis de se reparler après avec plaisir, là, garder contact, qu'on puisse échanger par écrit ou prendre un moment pour se parler en ligne d'un bout à l'autre du Canada s'il y a lieu. Ça me fera plaisir. N'hésitez pas. Je pourrais partager aussi là, mes coordonnées par la suite. Donc, deuxième partie de l'atelier, on va mettre l'accent sur les avantages que ça comporte, les principes de l'EDI au sein des employeurs, des entreprises, des organisations et les meilleures pratiques. Je vais en partager quelques-unes. Je veux que ce soit encore une fois le plus participatif possible. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole, à lever la main pour partager questions, commentaires, expériences vécues pour alimenter justement la discussion à ce sujet. Donc, première diapositive, je vais vous en présenter 5 cette fois-ci, un peu plus dense celle-là. On met le doigt sur une dizaine de meilleures pratiques. Pourquoi est-ce que l'inclusion? J'ai décidé de mettre l'accent sur l'inclusion en présupposant qu'il y a aussi la diversité, qu'il y a aussi l'équité. Si on est dans un contexte où on peut parler d'un milieu de travail, d'une culture d'entreprise qui est inclusive, ça représente un avantage concurrentiel pour les organisations. Il y a plusieurs études qui l'ont montré dans les dernières années. De ce côté-là, il n'y a plus de doute, vraiment pas. Plusieurs grandes entreprises, grandes organisations internationales qui ont fait des études dans plusieurs pays pour montrer que les entreprises les plus diversifiées et les plus inclusives ont vraiment des avantages par rapport à leurs concurrents, par rapport à leurs concurrentes. Je le disais tout à l'heure, c'est un virage qui a été pris dans les années 90 aux États-Unis. Partout ailleurs, on est toujours à la remorque de ce qui se passe en matière d'EDI aux États-Unis, dans le contexte actuel aussi. Ça a des impacts, mais c'est aux États-Unis qu'on a commencé à mettre l'accent sur le fait de valoriser la diversité. C'était vraiment le terme sur lequel on mettait l'accent et à dire que ça apportait une valeur ajoutée pour les entreprises. Donc, à parler le langage des affaires, à faire, comme on dit en anglais, faire un business case de la diversité et l'inclusion. Donc, tous les avantages que ça comporte, il y en a d'autres. Je mets le doigt sur quelques-uns. L'inclusion au sein des entreprises, ça aide votre organisation à recruter les meilleurs talents. Ça, c'est un enjeu d'actualité un peu partout à travers le Canada. Pourquoi, si on a une entreprise qui est diversifiée, qui est inclusive, pourquoi est-ce que ça aide à recruter les meilleurs talents? Bien, si on a déjà des personnes de différentes origines qui appartiennent à différents groupes marginalisés au sein de votre entreprise et qu'on peut les voir, d'une part, il faut faire attention un peu à ce que c'était dit par Lazare tout à l'heure à la fin, à la diversité de façade, ce qu'on appelle aussi EDI washing. Au même titre que greenwashing, il y a des entreprises effectivement qui sont davantage de ce côté-là pour apparaître et qui ne sont pas dans l'action, qui ne sont pas dans le vivre ensemble par rapport à la diversité. Mais si on est capable de voir, quand on est une personne à la recherche d'un emploi, de plus en plus, surtout dans les générations les plus récentes, on va aller voir la page, le site Internet de l'entreprise en question avant de postuler. Est-ce que je veux postuler? Je vais aller voir c'est quoi qu'il y a sur la page de l'entreprise. Qu'est-ce que je vais chercher? Je ne vais pas voir le salaire, je vais aller voir c'est quoi l'équipe de direction. Si j'ai 10 hommes blancs à la tête de la direction, puis je suis une personne noire, pour donner un exemple, une personne qui appartient à un autre groupe marginalisé, je vais peut-être dire non merci, je vais passer au suivant, je ne vais même pas gaspiller d'énergie, je ne veux pas aller travailler dans une entreprise qui est dirigée par un groupe de personnes homogènes comme ça, qui ne semble pas ouvert à la diversité. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas le cas, mais probablement que dans la majorité des cas, ça témoigne justement de quelque chose de plus profond, d'une certaine homogénéité qui ne fait pas présence, qui ne fait pas place à la diversité. Donc, on va aller voir ça. On va aller voir est-ce qu'il y a une politique EDI au sein de l'entreprise? Est-ce qu'il y a un comité EDI? Qu'est-ce qu'il y a qui me donne l'idée que c'est pris à cœur par cette entreprise-là, les principes de l'EDI? Donc, on va faire attention à ça davantage qu'au salaire, qu'aux conditions de travail matérielles. Il y a quelques générations avant, génération plus d'après-guerre, personnes qui sont nées, les baby boomers, entre autres, mettaient l'accent davantage sur les conditions matérielles pour accéder à l'emploi. C'est ça qui était valorisé dans ce temps-là. Depuis quelques décennies, de plus en plus, je le voyais beaucoup avec les étudiants quand j'étais professeur au collégial au Québec. Ce qui valorise, c'est des entreprises qui vont lutter contre les discriminations. C'est des entreprises dans lesquelles on va pouvoir être gay, on va pouvoir être lesbienne, on va pouvoir être trans, on va pouvoir être qui on est, même au travail.
qu'on ne mette pas de côté notre identité parce qu'on s'en va travailler. Donc, on met davantage l'accent sur la qualité de vie au travail que sur la quantité, sur les chiffres, sur le salaire, entre autres choses. Donc, c'est ce qui permet aux entreprises qui tiennent à cœur le DI de recruter les meilleurs talents et recruter aussi, mais de les garder à long terme. Ça a été mentionné tout à l'heure, l'enjeu, ce n'est pas juste de recruter, c'est de garder les personnes. Si on n'a pas une culture, un milieu de travail qui est inclusif, où tout le monde peut être écouté, accueilli, respecté, valorisé, accéder aux mêmes opportunités que tout le monde, on ne va pas les garder. Les personnes vont s'en aller, donc ça favorise vraiment aussi la rétention à court, moyen et à long terme, à tous les niveaux. Autre élément important, un des indicateurs qui nous permet de voir si les entreprises sont diversifiées et inclusives, dont on ne parle pas souvent, mais qui représente sans doute le meilleur indicateur qui était implicite dans mon étude de cas, c'est si on regarde une entreprise, prenons une entreprise qui a 100 employés, celle de tantôt, mais au lieu de 2 employés qui étaient des personnes racisées, disons qu'il y en a 20. Puis si je regarde mon équipe de direction, puis il y en a 0 qui sont dans l'équipe de direction, bien là, j'ai un indicateur comme quoi que les employés rentrent dans l'entreprise, mais ils ne sont pas capables de monter jusqu'en haut, que le processus de promotion est biaisé, qu'il y a quelque chose. Un des meilleurs indicateurs pour montrer si une entreprise est inclusive, est-ce qu'on a une proportion d'employés des groupes minoritaires à l'entrée qui se retrouvent en haut aussi? Est-ce qu'on est capable de les accompagner? Est-ce qu'on est capable de mettre en place des mécanismes du mentorat, entre autres choses, pour les accompagner jusqu'en haut, ces personnes-là, pour qu'elles puissent, après ça, faire partie des personnes qui vont prendre les décisions, qui vont représenter des intérêts qui sont diversifiés au sein de l'entreprise. C'est un indicateur très important. Donc, la rétention, ce n'est pas juste de garder les gens, mais de s'assurer que les personnes puissent aller le plus loin possible au sein de la hiérarchie de l'entreprise. Ça, c'est une chose. C'est un des indicateurs qui est vraiment très parlant. Un autre désavantage, c'est d'augmenter l'engagement du personnel. Si vous avez des gens qui sentent qu'ils appartiennent à l'entreprise, que les gens sentent qu'ils font partie du groupe, peu importe leurs différences, peu importe les obstacles qu'ils rencontrent au quotidien, mais qui sentent qu'ils sont aidés, qui sont accompagnés, soutenus dans ce processus-là, dans leurs difficultés, bien, on a un personnel qui va être davantage engagé au travail. Donc, entre guillemets, ce qui vient avec ça, c'est davantage de productivité, davantage de personnes avec qui c'est agréable de travailler en équipe dans votre milieu. Donc, on a l'engagement. Et avec l'engagement peut venir aussi ce qu'on appelle la satisfaction au travail. Si vous faites un sondage dans une entreprise pour voir si les gens sont contents de travailler chez vous, les gens partout cochent oui, 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 très contents, peu importe leur identité, ça donne une bonne idée aussi à quel point le milieu est inclusif. Devenir plus résilient, les entreprises qui combattent la pensée homogène. Disons ça comme ça, des entreprises, à l'opposé des entreprises qui sont diversifiées et inclusives, on a des entreprises qui sont toutes, des gens sont tous pareils, pensent tous de la même façon, ont tous été formés au même endroit, tous nés au même endroit. Si on a plutôt une grande diversité de points de vue autour de la table quand c'est le temps de prendre des décisions par rapport aux investissements qu'une entreprise doit faire, par rapport aux décisions qu'on doit prendre pour des licenciements ou pour gérer les risques que comporte une entreprise, mais on va avoir une meilleure capacité de résilience justement de ce côté-là. Et la même chose pour l'innovation. Si on a une équipe autour de la table qui ne pense pas tous de la même façon, puis il y a quelqu'un qui amène son grain de sel, puis un autre qui amène son grain de sel, puis qu'on a une meilleure pensée de groupe, exactement comme vous avez fait tout à l'heure quand il y avait l'étude de cas, dire au départ, on peut critiquer, mais c'est quoi ces informations-là, il manque de quoi, mais là, est-ce qu'on fait la bonne chose? Quelqu'un dit ça, puis après ça, on s'en va là, puis on progresse là-dedans. Un peu la même chose quand on a une équipe qui est diversifiée où les points de vue de tout le monde sont les bienvenus. L'idée d'élargir les parts de marché, d'augmenter les rendements des actionnaires ou de rapporter plus de revenus dans l'entreprise, c'est prouvé. Je le donnais tout à l'heure, le chiffre. Des études qui ont été faites par McKinsey, entre autres, par Deloitte, par Boston Consulting Group dans les 10-15 dernières années le montrent. Les entreprises qui sont les plus diversifiées en matière de genre et d'ethnicité, c'est les 2 critères sur lesquels on va regarder. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui sont en train d'être développés, mais c'est les 2 sur lesquels on met l'accent depuis longtemps et pour lesquels on a des statistiques. Mais les entreprises qui sont les plus diversifiées et inclusives de ce côté-là, c'est celles qui vont aller chercher jusqu'à 30 % plus de rendement financier. Ce n'est pas négligeable du tout, puis on a une meilleure capacité à rester en activité, un plus gros taux de faillite pour les entreprises qui sont à l'opposé de ça, où il y a moins de diversité au sein de leurs équipes. Une autre chose, améliorer la prise de décision, j'en parlais un peu plus tôt, c'est que quand on est dans un groupe au sein d'une entreprise, si on veut, puis on le voit de plus en plus dans les comités de sélection,
si on a un comité de sélection qui est diversifié, on est capable d'imaginer qu'est-ce qui se passe dans la tête des candidats qui proviennent de la diversité, qui n'ont pas nécessairement le même bagage, les mêmes expériences, les mêmes façons de voir les choses. C'est la même chose par rapport à ça. Améliorer la prise de décision, si on est capable d'aller chercher des gens qui pensent de différentes façons autour de la table, puis qu'on est capable de discuter en équipe, puis de faire ressortir le meilleur d'une équipe diversifiée, on s'améliore en tant qu'entreprise. Donc, on a plusieurs avantages qu'on peut mettre de l'avant quand on est dans une entreprise. Puis là, je n'ai pas parlé de d'autres choses qu'on pourrait retrouver. On diminue l'absentéisme au travail. Si vous avez une entreprise qui est inclusive où les gens ont beaucoup moins de conflits avec leurs supérieurs, avec leurs collègues sur la base de conflits de valeurs, sur la base de on ne pense pas de la même façon. Si vous réussissez à créer un milieu de travail comme ça, bien, les gens sont moins souvent absents du travail en raison de maladies. Il y a moins de risques psychosociaux au travail. Il y a moins de gens qui vont quitter. Il y a moins d'insatisfaction, il y a moins de gestion de conflits à faire. Il y a plusieurs avantages dans la gestion au sein des équipes. On a réussi à mettre en place les conditions gagnantes pour avoir une équipe diversifiée qui travaille bien au quotidien et qui va perdurer dans le temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu. C'est important de le garder en tête. Ce n'est pas de dire hey, recruter les employeurs, recruter de façon diversifiée, tout va bien aller. Non, non, non. Il y a des enjeux quand même partout, dans tous les milieux de travail, dans tous les couples. Si on est un couple avec des personnes de différentes origines, de différents groupes, il va y avoir des enjeux. Mais l'idée, c'est de dire on va travailler ensemble, tout le monde, puis on va tenir compte de tous ces points de vue-là. On ne va pas arriver à quelque part et dire c'est moi qui décide. Non, on travaille en équipe, en collégialité le plus possible pour améliorer justement cette prise de décision au sein des entreprises. Est-ce que vous avez des exemples avec des clients, des clientes avec qui vous travaillez où vous avez vu qu'il y avait des avantages qui viennent avec la diversité et l'inclusion? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont quelque chose à partager par rapport à ça? Céline. Merci. Ce n'était pas au Yukon, c'était dans un autre territoire dans lequel je travaillais avant. On avait accompagné une entreprise pour son lancement. Et dès le début, cette entreprise avait dans ses politiques RH et de recrutement la diversité, et notamment la diversité aussi au point de vue Première Nation. Et justement d'avoir des personnes à tous les étages de la hiérarchie qui étaient notamment Première Nation leur a apporté énormément de clientèle Première Nation et une clientèle fidèle aussi justement de Première Nation et de non-Première Nation. Mais ça a été vraiment très marqué l'aspect positif d'avoir cet aspect de diversité et d'inclusion dès le lancement de l'entreprise. Donc ça, c'était vraiment très chouette à voir. Merci beaucoup pour le partage. Céline, on peut faire un lien avec élargir ses parts de marché ou aller en chercher des nouvelles par rapport à qui on fait entrer. Et l'autre chose à quoi ça me fait penser, justement, merci pour cet ajout, c'est que ce n'est pas seulement à l'intérieur de l'entreprise qu'est la diversité. La diversité, elle est de plus en plus partout. C'est dans les marchés, c'est dans les clients, les clientes. On a une diversité qui est partout. En tant qu'entreprise, qu'on offre des services, qu'on produise des biens, on vend à une clientèle qui est de plus en plus diversifiée. Donc, on a tout intérêt à mieux comprendre qui sont nos clients, qui sont nos clientes et qui sont nos employés, peu importe les origines, ce qui les distingue entre eux, entre elles. C'est très important, ça va dans les deux sens. Surtout si on a du service à la clientèle. Maintenant, on a un accent supplémentaire à mettre là-dessus, mais en général, c'est la population croissante qui est en mode on se diversifie de plus en plus au Canada. Le Canada n'existerait pas si ce n'était pas de l'immigration. C'est à l'origine du Canada, il y a plus de 150 ans. Un pays qui est fondé sur l'immigration. Et encore aujourd'hui, on a besoin de personnes immigrantes pour la croissance économique, bien sûr, mais la croissance démographique aussi. Oui. Juste un petit exemple. Je me suis retrouvé dans un projet au Bénin, dans un projet canadien au Bénin, dans un projet risicole. Et tous mes collègues, tous, du haut en bas, étaient tous des ingénieurs agronomes. J'étais le seul qui n'était pas ingénieur agronome. Et régulièrement, dans les rencontres, j'arrivais avec des idées qui me semblaient évidentes. Et à chaque fois, on me dit « Waouh, d'où tu sors ça ?» Mais en fait, c'est simple. C'est qu'ils avaient tous le même modèle de réflexion, le même modèle de fonctionnement. Et simplement parce que je n'avais pas la même culture, je n'ai pas la culture académique, j'arrivais avec des idées qui sortaient d'un autre modèle. Et pour eux, c'était quelque chose d'extraordinaire, alors que ça me paraissait aussi simple. Rémi, c'est ça?
Merci pour ton intervention. Effectivement, on peut certainement penser à plusieurs exemples qu'on a dans nos différents milieux. À titre personnel, des choses qu'on a pu observer. On a tout à gagner à avoir des points de vue qui sont diversifiés autour d'une table quand vient le temps de prendre des décisions, prendre les meilleures décisions qui tiennent compte. Plus on a de personnes autour de la table qui ont des expériences différentes, c'est qu'on diminue les angles morts. On diminue, on y pense avant qu'on rencontre le problème auquel on aurait dû s'attaquer si on n'y avait pas pensé d'avance. Donc, très important. Lazare. Moi, j'ai besoin d'aide juste pour comprendre. Je veux ton avis aussi. C'est juste que l'inclusion, est-ce que si on regarde la flèche, est-ce que c'est le particulier qui va vers le grand groupe ou bien c'est le grand groupe qui s'adapte au particulier? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, c'est que j'accompagne un employeur qui fait des efforts pour être, on va dire, à la page, pour ouvrir ses équipes. Sauf que il est dans un local où tout est déjà établi. Il a embauché un employé. Voilà. La dernière désignation que tu avais donnée, là, un employé qui était masculin, qui est passé féminin. Oui, trans. Trans. Sauf que l'employé, du premier jour jusqu'au 3e mois, pour qu'il parte de lui-même, il ne peut pas aller faire ses besoins. Il ne peut pas aller aux toilettes parce que il ne peut pas rentrer chez les femmes. Mais l'employeur, il ne pouvait pas aller au-delà parce que lui, il loue des locaux, il est locatif. Il change. Le processus de recrutement est tellement cher aussi que malgré sa bonne intention d'ouvrir son équipe diversifiée, il est passé par là, il a été équitable, sauf qu'à la fin, là, l'inclusion, ça n'a pas pu. C'est-à-dire que l'employé lui-même, il est parti de lui-même parce qu'il n'a jamais été à l'aise. Donc moi, c'est ça, je pose la question parce qu'on est arrivé sur l'inclusion. Or, tu as dit au départ que les trois vont ensemble. On ne peut pas les séparer. Donc ça veut dire que dans la pratique, ça pose problème, ça va poser toujours problème. Pour cette partie, après il y a d'autres paramètres, mais moi c'est ce que j'ai vu là, je voulais vraiment avoir ton avis là-dessus. Est-ce que c'est manque de volonté ou voilà. Merci. Merci beaucoup pour la question. Je reviens sur la fin. Ça va toujours poser problème. Je pense qu'il faut toujours essayer de regarder pour trouver les solutions. Ça peut ne pas toujours poser problème si on adapte le milieu de travail. Il y a plusieurs enjeux par rapport à ça. La question est tout à fait pertinente. Une équipe de travail qui vit la transition d'une personne qui change de genre, voire de sexe, il y a différentes transitions, peut grandir énormément à l'intérieur de ce processus-là. Doit accompagner la personne qui vit ça. On ne va pas la laisser à elle seule parce qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir des préjugés par rapport à ça, lui mettre des bâtons dans les roues, faire en sorte que la personne va vouloir quitter. Mais pour revenir à la question première, l'inclusion, est-ce que c'est aider en tant qu'employeur collectif les gens qui sont différents à s'intégrer ou est-ce que ça ne doit pas être eux qui font les efforts? Mais la réponse, c'est quoi? C'est dans les deux sens. Ça doit être réciproque. Il doit y avoir des efforts de part et d'autre. Quand on est en position, qu'on est dans le groupe majoritaire, qu'on est déjà dans l'entreprise, qu'on se ressemble tous, puis qu'on est dans une équipe où on n'a pas d'enjeu au quotidien, on doit devenir, c'est un mot que j'aurais pu présenter tout à l'heure, un allié. Une alliée pour ces personnes-là qui vivent des situations. On doit utiliser notre position qui n'est pas stigmatisée, qui n'est pas marginalisée, qui est une position d'autorité peut-être aussi, une position privilégiée pour aider, pour mieux soutenir les personnes qui rencontrent des difficultés dans leur inclusion au travail. Donc ça, c'est une notion assez importante à garder en tête. Mais en tant qu'employeur, il faut assurer que le milieu de travail est exempt de discrimination, d'intimidation, d'harcèlement psychologique. C'est la responsabilité de l'employeur de faire régner ce climat sécuritaire au travail. Quand on a un enjeu comme celui que tu viens d'évoquer, Lazare, on a une difficulté qui est peut-être nouvelle, mais on a une occasion de grandir à l'intérieur de ça. La même chose se passerait si c'est le cas, si c'est dans votre famille, si c'est un de vos enfants qui est dans une situation comme ça. Ça peut être un enjeu très important, ça peut être quelque chose d'inconnu qu'on ne pensait jamais vivre, mais c'est une occasion de grandir. Vous allez faire tout pour l'accompagner. Je ne veux pas dire que les entreprises, c'est des familles, il faut faire attention à ça, mais c'est une occasion. Voilà. Walmart a tapé là-dessus pendant longtemps, on est une grande famille, on est une grande famille, finalement, on exploite les gens, mais quand même, je veux juste utiliser l'analogie pour dire qu'il faut avoir cette réaction-là de vouloir aider plutôt que de juger ou de taper sur quelqu'un qui est déjà en train de vivre des difficultés et essayer de diminuer
les préjugés, diminuer les bâtons dans les roues qu'on peut lui mettre, les autres employés. Donc, agir comme une personne, justement, puis je reviendrai sur ces notions-là plus tard, pas seulement une personne qui est alliée, mais faire preuve d'un leadership inclusif. Une notion importante, puis il y en aura d'autres après. Je sème quelques mots, mais c'est un excellent exemple parce que j'ai parlé à des endroits, à des gens, j'ai parlé à des gens qui ont vécu ça personnellement dans des groupes de discussion, ces transitions au travail. Il y en a qui ont vécu ça très bien, il y en a qui ont eu une expérience horrible, il y en a qui partent, il y en a qui restent dans l'entreprise. C'est qu'est-ce qui fait la différence? C'est le soutien qu'il y a à l'intérieur de l'entreprise, c'est le soutien de la direction, c'est le soutien des collègues au niveau horizontal puis vertical. C'est important de considérer plusieurs facteurs, d'adopter justement un regard là-dessus qui est holistique, qui est global sur la situation, de regarder sur quoi on peut agir en tant qu'employeur, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme ressources pour aider, accompagner les personnes qui vivent des difficultés. La même situation se présenterait s'il y a quelqu'un qui est malade justement dans sa vie personnelle puis qui traîne ça par la force des choses au travail, qui vit une situation familiale, qui vit un deuil, qui est une personne qui est proche aidante avec quelqu'un qui est malade dans sa famille, bien, l'idée au travail, c'est d'accommoder la personne. La personne n'est pas moins compétente, elle a juste besoin d'un peu plus de soutien pour être en mesure de continuer à travailler et d'apporter des efforts au travail. Amel. Il y a certaines personnes, ce n'est pas une majorité, c'est une minorité, mais qui va pourrir l'ambiance au travail, qui vont exploiter des opportunités comme ça pour ne pas jouer le jeu. Et comme c'est très complexe et c'est très compliqué à vérifier, la personne qui est soi-disant, qui vit selon elle une situation complexe à un moment donné, peut changer de situation, mais ne pas le déclarer à l'employeur et continuer à bénéficier de ces avantages-là indus, de sorte que ça crée une ambiance dans l'équipe d'injustice. Donc les autres qui estiment que c'est indu vont commencer à mettre le pied sur le frein, à en faire moins. Puis, je suis désolée de le dire, mais beaucoup de nos gestionnaires et de nos directions générales préfèrent aller regarder là où il fait beau que d'aller regarder les problèmes. Et ça ne fait qu'augmenter. Et un jour, ça explose et il n'y a pas de manière de revenir en arrière. Donc, moi, je le vis directement et indirectement autour de moi. Je vois des exemples comme ça. J'avoue que ça me dérange beaucoup. Merci pour ce partage, Amel. On ne vit pas dans un monde de licorne. Il y en a des gens qui abusent. C'est une réalité. Je pense qu'il faut toujours garder un petit doute en tête, peut-être, mais en même temps, il ne faut pas présumer que les gens sont de mauvaise foi d'emblée. Donc, il y a quelque chose. Puis après, les gestionnaires, je pense que la meilleure chose à faire pour tout le monde, ce serait d'être dans leurs souliers aussi. C'est pas tout le monde qui est gestionnaire, c'est facile. Puis je m'inclus là-dedans. C'est facile de critiquer les gestionnaires, c'est facile de critiquer les ressources humaines, mais si on n'a jamais été dans leur position, ça nous aiderait beaucoup à comprendre leur réalité. Je dis la même chose à mes enfants quand ils jouent au soccer et qu'ils chialent après les arbitres. Je dis, va donc arbitrer un jour, toi. Hein? Moi, j'ai fait ça quand j'étais plus jeune. Là, tu tempères un peu les critiques que tu adresses aux arbitres parce que, c'est pas facile de trancher, de dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui mérite un carton jaune ou pas. La même chose, être dans un poste de gestion ou non, c'est facile de critiquer, puis c'est un réflexe naturel qu'on a de critiquer nos parents, nos gestionnaires, etc. Mais c'est une chose. La même chose, je le disais tout à l'heure, je le disais pas tout à l'heure, mais je reviens à cet exemple-là. Quand je parlais de discrimination, je le dis souvent quand je suis en formation, il faudrait que tout le monde vive la discrimination une fois dans sa vie. C'est pas pour mal faire, là, pour que comprendre c'est quoi se sentir discriminé dans une situation où on n'est pas bien. Où on se dit, ouais, mais pourquoi moi? Puis moi, c'est une des choses que j'ai vécues il y a quelques années avant de commencer mon doctorat, puis qui a été un facteur assez important. J'ai vécu la discrimination dans la recherche d'un logement parce que j'avais des enfants. J'ai été discriminé en direct. Je visitais un logement, tout était beau, puis j'arrive à la fin, le propriétaire dit « je vais t'envoyer le formulaire à remplir. » Je dis « oui. » Je ne me rappelle plus ce que j'ai dit, mais j'ai évoqué que j'avais des enfants. Et là, il a fait « Oh, non, là, ça ne marche pas. Moi, je reste en haut, j'ai des locataires en bas, des enfants. » Puis pendant 10 secondes, il a patiné. Il me discriminait, il ne s'en rendait pas compte jusqu'à temps qu'il comprenne que ce qu'il était en train de faire, ce n'était pas légal, ce n'était pas correct. Et que là, il fasse « OK, je vais t'envoyer le formulaire. » Je suis parti. Évidemment, je n'ai jamais reçu le formulaire. Je l'ai relancé, il ne m'a jamais répondu. J'ai été discriminé. Quand on n'est pas habitué de se faire discriminer et que ça nous tombe dessus du jour au lendemain, on fait « Oh my God, c'est quoi cette affaire-là? C'est pas le fun. » Et là, ça nous donne une petite idée
de ce que c'est de se faire discriminer, de vivre des microagressions au quotidien, dans plusieurs milieux. Donc ça, c'est une autre affaire. Quand on se met dans l'autre position, c'est une bonne façon de pouvoir éprouver de l'empathie puis de comprendre qu'est-ce qui est fait. La même chose, si j'avais décidé de faire l'exercice, de vous dire, écoute, aujourd'hui, je sépare le groupe, il y en a qui sont, la moitié qui sont pro-EDI, la moitié qui est contre EDI. Là, vous devez développer des arguments, puis vous vous rendez compte à quel point c'est facile, des fois, de passer d'un côté ou de l'autre en fonction des positions dans lesquelles vous êtes. C'est un exercice qui aurait pu être pertinent par rapport à ça. Mais n'oublions pas qu'effectivement, il peut y avoir des cas où les gens abusent. Il y a des gestionnaires qui ne sont pas toujours les plus compétents ou les plus compétentes. Il y en a qui ne sont pas outillés, il y en a qui ne sont pas sensibles, il y en a qui n'ont pas d'expérience de vie qui les ont amenés à avoir cette ouverture d'esprit, à avoir cette sensibilité. Mais il y en a d'autres aussi qui en ont jusque-là, au quotidien, parce qu'ils en ont trop, puis qui n'ont pas de ressources autour d'eux pour les aider, puis qui n'ont personne à qui parler de leurs problèmes aussi, qui sont isolés. Donc, il peut y avoir différents cas de figure, mais ne prenons pas pour acquis, c'est ça, gardons ça ouvert, revenons à ce qui était dit tout à l'heure, quand on est dans des cas au travail où il y a des enjeux comme ça, faire une enquête, hein, de ne pas se fier sur des oui-dire, sur des choses qu'on entend, aller directement consulter les personnes, faire le tour, aller chercher l'information à la source, mettre les faits sur la table avant de prendre des décisions, très important à garder en tête pour tout ça. On peut partir dans toutes les directions. Là. Je vous explique qu'est-ce qui me passe par la tête, entre autres, puis on poursuit avec une autre intervention ici. On t'écoute. Une petite question qui me passe dans la tête. Hein. Est-ce qu'il y a des chances, est-ce qu'on pourrait considérer que les questions des diversités, d'inclusion, c'est des notions qui sont liées aux grandes entreprises? Une entreprise qui a un personnel, une équipe de 100 personnes, pourrait se questionner sur les questions des diversités et d'inclusion. Mais il est vrai que sur terrain, on ne travaille pas qu'avec des grands employeurs. Est-ce qu'une entreprise qui a 3-4 personnes simplement peut autant se soucier et se questionner sur les questions des diversités et d'inclusion? Merci pour la question. Bob Yala, oui. C'est ça? Merci pour la question. Effectivement, on pourrait être tenté de penser que les petites entreprises ont moins besoin de se soucier de diversité et d'inclusion. En même temps, ça dépend c'est quoi ton entreprise. Si tu travailles avec des clients qui seront par défaut diversifiés, tu veux tenir compte des services, des biens que tu produis en fonction du marché, je pense qu'on a le garder en tête, puis tu ne sais jamais qui tu vas engager un jour non plus. Puis si tu veux pouvoir engager quelqu'un qui est compétent et qui n'est pas comme le reste de l'équipe dans une très petite, une micro-entreprise de 4 personnes, tu peux penser que c'est moins important, mais un jour ou l'autre, ça risque de te rattraper parce qu'on vit dans une société qui est plurielle, une société qui est diversifiée. Donc, je pense qu'il faut être capable de faire la part des choses, de dire, OK, c'est peut-être pas aussi flagrant que c'est important de s'intéresser à l'EDI quand on est une petite entreprise de 4 personnes, que ce soit des 4 personnes blanches au Nouveau-Brunswick ou en Colombie-Britannique, peu importe, mais on a quand même l'intérêt, parce qu'on vit dans une société qui est comme ça. On va être rattrapé tôt ou tard par ça, à l'intérieur ou à l'extérieur avec les clients avec lesquels on fait affaire. Et c'est pas juste, puis on peut aller tout simplement dans le détail. Tu viens dans une entreprise 4 personnes, tu peux avoir 2 hommes et 2 femmes, puis tu as déjà de la diversité de genre, tu as déjà de la diversité générationnelle, tu as peut-être quelqu'un de 25 ans puis quelqu'un de 60. Cette diversité-là est présente aussi. Et c'est se mettre dans l'état d'esprit d'être ouvert, de ne pas être fermé, de ne pas penser puis de mettre des catégories ou des jugements sur les personnes. Donc, je pense que c'est vraiment une attitude ou une posture à développer, peu importe la taille de notre entreprise. Gênez-vous pas si vous avez d'autres interventions, questions, commentaires, c'est super. On poursuit maintenant avec quelques étapes, quelques actions, stratégies qu'on peut utiliser, qui est souhaitable d'utiliser quand on veut agir sur la culture organisationnelle, justement, qu'on soit dans une entreprise de 4 personnes ou de 500 personnes. Les moyens vont changer. L'ampleur d'une démarche va changer aussi, bien entendu. Mais l'idée, c'est de ne pas forcer les choses. Ça demande du temps de changer des cultures. Ça demande du temps de s'adapter. Plusieurs personnes qui ont vécu quand on arrive au Canada, de s'intégrer dans une nouvelle culture quand on a un bagage culturel qui provient d'un autre pays, d'un autre continent, avec d'autres langues, d'autres religions, d'autres valeurs, etc. C'est un processus énorme qui demande du temps et qui n'arrêtera jamais. Puis même quand on est ici et qu'on meurt ici, on est toujours en processus de socialisation tout au long de notre vie, qui fait qu'on apprend des choses, qu'on s'améliore, qu'on désapprend, qu'on fait un pas en arrière, 2 pas en avant. On est toujours comme ça, c'est en processus continuel. L'idée, c'est qu'au sein des entreprises, il y a des cultures aussi
qui sont inclus là, dans la culture plus grande au Canada. Puis encore là, on peut aller plus loin et dire il y a une culture plus chez les anglophones, une autre chez les francophones. Puis après ça, ça varie selon qu'on est en contexte minoritaire ou majoritaire, dans une province ou dans une ville ou en région. Etc. Il y a plein de facteurs qui viennent influencer. Mais prenons celle-ci. On est dans une entreprise, si on veut faire intégrer l'EDI, on veut faire intégrer les principes au sein d'une culture d'entreprise, vous êtes là pour accompagner l'entreprise, puis on reprend l'idée, disons qu'il y a quelqu'un, un dirigeant, une dirigeante qui vous dit « Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me suggérer? » m'accompagner pour justement faire en sorte qu'on intègre l'EDI dans notre culture, que ça fasse partie de notre façon d'être, ça fasse partie de notre image, ça fasse partie de notre expérience employée à tous les niveaux. Bien, 4 différentes choses qu'on peut faire, puis c'est dans un ordre chronologique ici. La référence vient de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'équivalent de d'autres qui existent dans d'autres provinces aussi, qui ont synthétisé les 4 grandes étapes. 4 grands processus qu'on peut mettre en place pour, tranquillement, faire en sorte que les principes de l'EDI vont percoler dans la culture, s'insérer dans les pratiques, les processus, etc., que ça va devenir, après quelques mois, quelques années surtout, ça demande plus de temps que quelques jours ou quelques semaines, ça va faire partie, justement, des façons de faire au sein d'une entreprise. La première, c'est, malgré ce qui arrive souvent, je pense à moi comme consultant, souvent on vient me voir pour dire « Hey, viens de faire une formation sur l'EDI. » OK, c'est fait. On a coché. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? C'est rarement la bonne chose à faire. Pas que ce ne soit pas pertinent que je sois ici aujourd'hui pour donner une formation, mais ce n'est pas souvent la bonne chose à faire parce que des fois, ça dépend du contenu, ça dépend de la façon qu'est donnée la formation, puis ça dépend, est-ce que ça répond vraiment à un besoin qui était là. Si on ne le sait pas, si on fait juste copier ce que font toutes les autres entreprises ailleurs, puis on dit, OK, on va chercher un consultant, une consultante qui donne une formation, c'est bon, OK, on a sensibilisé le monde à l'EDI. Ouais, c'est pas assez, là. 1 heure, 2 heures, 3 heures, ce n'est pas assez. Ce qui est préférable, avant d'arriver avec une action, c'est de s'assurer de faire le tour, d'établir un portrait des lieux, d'établir un diagnostic, d'établir un audit en EDI. Ça, c'est une démarche que, pour les entreprises, ils ne viennent pas toujours te voir avec cette idée-là en tête, mais pour moi, mon partenaire, notre entreprise, c'est notre façon de faire. C'est de dire à la personne qui vient te voir, écoute, tu veux une formation sur l'EDI? Parfait, je peux te faire ça. Ça va coûter tant de temps que ça va prendre, combien de personnes, OK, on va faire ça. Mais, est-ce que c'est vraiment la meilleure chose que tu as à faire pour commencer? Peut-être pas. Ce qui serait préférable, c'est qu'on prenne le temps d'établir un diagnostic EDI. C'est de dire, on va faire le tour de ce qu'il y a au sein de votre entreprise pour dire, OK, vous êtes où en matière d'EDI? Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Parce que selon où vous êtes rendu dans le niveau d'intégration des principes d'EDI dans votre culture, dans vos pratiques, on ne va pas offrir la même formation. Si les gens n'ont jamais entendu parler d'EDI, on va commencer avec un atelier de base, se familiariser avec l'EDI. S'il y a déjà des gens qui ont un certain niveau, ça va être autre chose. Si c'est pour l'ensemble des employés, c'est une chose. Si c'est pour les gestionnaires, des gens qui sont dans des rôles, justement, qui ont des décisions à prendre, ça va être autre chose. Ce n'est pas la même chose pour l'équipe de direction en haut, la même chose. Donc, établir un diagnostic EDI, c'est dire, écoute, on va prendre le temps, on va prendre quelques mois, souvent, ça dépend de la grandeur des entreprises, pour dire, on va faire un sondage. C'est souvent comme ça qu'on commence. Avoir un portrait. Qu'est-ce que les gens savent à propos de l'EDI chez vous? Est-ce qu'ils sentent qu'ils sont bien inclus dans l'équipe de travail? Est-ce qu'ils sentent qu'ils sont dans un climat où la sécurité psychologique est présente tout le temps? Est-ce qu'ils sentent qu'il y a un leadership inclusif chez vous? Ça va donner un portrait quantitatif où vous êtes rendu en matière d'EDI qui permet après ça de dire que vous êtes rendu à l'étape 2 sur 4. C'est en processus d'intégration. On va faire des sondages, faire des entrevues, des groupes de discussion pour parler avec les personnes justement qui vivent dans l'entreprise, un peu comme c'était dit tout à l'heure, quand on a un problème, on fait une enquête, on va interviewer les personnes. La même chose. On interviewe les personnes, on dit OK, parle-moi de ce qui fonctionne bien dans ton entreprise en matière d'EDI. Parle-moi des enjeux qu'il y a, parle-moi des problèmes qu'il y a. Est-ce qu'il y a des problèmes avec les dirigeants? Est-ce qu'il y a des problèmes avec les collègues? C'est quoi? Est-ce qu'il y a des problèmes avec la capacité à diversifier le recrutement? Est-ce qu'il y a des problèmes dans la gestion des équipes? Qu'on soit capable d'identifier les endroits où ça ne marche pas pour après ça orienter les actions en conséquence. Donc, dans un diagnostic, c'est ça qu'on va faire. On va aller collecter les données, on va analyser, puis on fait des recommandations après pour dire « Ah oui, la formation que tu voulais faire au départ, c'est une bonne idée, moins pour tel groupe, plutôt sur tel aspect, peut-être. » On va préciser le besoin. Donc, quand on arrive avec une formation, après, ça répond à des besoins. Ce que j'avais un peu en préparant, je regarde Chantal là, et Adèle qui nous avait partagé vos intérêts par rapport à ça au départ pour être sûr que ça réponde aux besoins. Dans un deuxième temps, on va y aller avec un plan d'action, un plan EDI.
Après avoir fait un portrait, avoir identifié les bonnes pratiques qu'il y a déjà, des enjeux ou des problèmes parfois majeurs sur certains aspects. Est-ce que c'est le racisme qui est un problème dans l'entreprise ou est-ce que c'est l'accueil des personnes en situation de handicap, personnes trans, non-binaires, etc., personnes autochtones? Le plan d'action, c'est de dire, OK, on vient de faire un portrait. Voici les 5 actions prioritaires sur lesquelles on veut travailler l'année prochaine. Dans les 2 prochaines années, si on a une planification stratégique dans les prochaines années, on peut le mettre, puis on va se doter justement de moyens pour travailler là-dessus. On revient à la question tout à l'heure. Si on veut revoir des processus, ça prend des moyens, ça prend du temps, ça prend des ressources. On va les libérer, on va les dégager pour ça. On va se donner un calendrier, puis on va se donner des indicateurs pour voir si on atteint les objectifs. On va se donner des objectifs à atteindre dans un plan. On peut facilement aller voir comment faire des modèles sur le site DEC pour les régions. Ensuite, les mettre en œuvre, les actions EDI. Ça prend des ressources pour planifier, ça prend des ressources pour passer à l'action après. Exactement. Est-ce que c'est de la formation que ça prend? Est-ce que c'est de l'accompagnement de certains gestionnaires qui travaillent avec une main-d'œuvre qui est plus diversifiée dans certaines équipes? Est-ce qu'il y a des gestionnaires qui ont besoin d'être coachés par rapport à ça? Avez-vous besoin d'outils pour faire de la sélection? Donc, la mise en œuvre des actions EDI, après ces 2 étapes-là, on fait un portrait, on planifie, puis on y va après. Logiquement, ça fait plus de sens parce qu'on répond davantage aux besoins qui sont précisés. Je reviens à la base, l'employeur qui vient voir des consultants disent « Je veux telle formation sur l'EDI », bien, il sait, il lit les médias, regarde ses concurrents, c'est à la mode, c'est dans l'air du temps, il le fait. Mais est-ce que ça répond vraiment aux bons besoins? Peut-être pas. Et ensuite, la dernière étape qui est très importante, on effectue les suivis. On rend les personnes imputables de l'avancée de l'EDI au sein de votre organisation. Est-ce qu'on est capable d'identifier une personne responsable au sein des dirigeants? Est-ce qu'on a une personne conseillère? Ça dépend de la grandeur des entreprises. Est-ce qu'on a besoin d'engager une ressource spécialisée à l'interne pour faire ce suivi-là, pour s'assurer qu'on avance et qu'on est capable de voir à quel point on progresse en tant qu'organisation en matière d'intégration des principes de l'EDI pour aller chercher tous les avantages qu'il y avait dans la diapositive précédente. Est-ce que ça fait du sens, ce que je viens de dire? Vous avez des questions par rapport à ça? Je veux comprendre qu'on arrive à la fin aussi de votre symposium, que vous avez veillé tard hier, que vous avez pris quelques consommations, etc., que vous commencez à cogner des clous. C'est normal. Je veux juste vous garder là. Juste m'assurer que vous êtes tous et toutes là. Bien conscient. Ah, jugement, préjugé? Donc, on poursuit. Donc, on a des étapes à suivre, des actions qui ne sont pas coulées dans le béton. Il n'y a jamais de recette. On peut suivre. Moi, ce que je fais, c'est à peu près la moitié du temps que je vais faire ce genre de démarche-là avec des entreprises, de commencer par un diagnostic. Ce n'est pas la même chose quand tu commences avec une entreprise de 15 ou de 500 employés, évidemment, mais ça reste que c'est des structures qui sont assez, qui ont fait leurs preuves. Je reviendrai sur les ressources que je vous propose là, pour approfondir. Aux États-Unis, ça a fait ses preuves. Les formations, il y a plusieurs études qui montrent que les formations, ça ne donne rien si ce n'est pas bien orienté, si ce n'est pas fait de la bonne façon, etc. On reviendra sur cette question-là. Mais c'est vraiment, c'est des données probantes qui montrent qu'on devrait suivre. On a tout avantage à suivre un modèle comme celui-là qui est adapté après à chaque organisation selon les ressources en place, selon l'ampleur qu'on veut donner, un diagnostic, un plan d'action, etc. Troisième diapositive, il nous reste une demi-heure, donc échange sur les meilleures pratiques. Il y en a 8 ici, puis il y a des choses qui ont été nommées tout à l'heure qui me permettront de faire un pont avec ça. Faire preuve de courage managérial. Hein, Amel, je pense que ça te parle aussi, je te vois opiner du chef. Et de leadership inclusif. Faire preuve de courage managérial, c'est quoi? Prendre des décisions quand c'est pas facile? Quand c'est pas noir ou c'est pas blanc, on ne sait pas où tracer la ligne pour dire ça c'est acceptable ou pas chez nous. C'est de parler des sujets sensibles avec ton équipe de travail, de dire hey, on va parler de diversité aujourd'hui. Ah, non. Ah, un autre terme qui est employé, des conversations courageuses. On parle de choses qui mettent les gens mal à l'aise parce qu'on veut donner la place pour en parler, nommer les choses plutôt que ça reste des tabous, des non-dits qui sont susceptibles de revenir et de causer des problèmes. On veut désamorcer, on fait de la prévention. On veut donner la place aux personnes de partager les enjeux qui sont vécus et s'assurer qu'on est dans un climat bienveillant, respectueux, sécuritaire, etc. Oui? Bien sûr. Était présent au moment des faits. On a fait pour la fin de l'année, on a fait un jeu, un trivia party virtuel. Donc tous les employés du CDN qui sont dans 5 bureaux différents, dans 5 régions différentes,
parmi eux des personnes des régions, d'autres immigrants, enfin une diversité. Je précise que la personne qui anime le trivia a dit on va jouer et que les immigrants qui étaient présents, dont moi, n'avaient jamais joué au trivia. Pas de règles du jeu précisées avant le début du jeu. On commence à jouer et nous, on utilise nos téléphones pour essayer de trouver les réponses. Et là, j'entends en ligne le mot « c'est des tricheurs ». Alors qu'aucune instruction n'avait été donnée au début de ne pas utiliser les téléphones. Bon, à la fin de l'exercice, on a eu une réunion avec les gestionnaires et j'ai dit « c'est un très bon exercice de DI ». Votre perception des choses était qu'on était censé comprendre les règles du jeu, alors que nous, on ne les connaissait pas. Et puis nous, on n'a pas compris qu'on n'avait pas le droit d'utiliser Internet ou ChatGPT ou l'intelligence artificielle pour répondre. Et ça vous a énervé, ça a énervé certains, et ça a fini en nom d'oiseau. Merci. Merci pour ce partage, Amel. C'est un très bon exemple. Je pense que tu as mis le doigt aussi. C'est un excellent exercice EDI parce que ça a fait émerger des choses qui n'étaient pas présentes au départ, des problèmes. Ça a fait émerger une réalité qui s'applique à n'importe quelle personne immigrante. Oui, mais tu aurais dû savoir que ça fonctionnait comme ça. Mais comment ça, j'aurais dû le savoir, que c'était écrit entre les lignes, que c'était dans le non-dit, c'était dans la culture informelle des gens qui sont... Non. Tu ne devais pas. Ça aurait dû. Les personnes qui ont donné les directives, un peu comme moi tantôt quand j'ai commencé le jeu, la roue de l'intersectionnalité, j'aurais dû dire « Ah, attendez, là, excusez-moi, je suis allé vite. » On aurait dû dire « Vous n'avez pas le droit », plutôt qu'après ça de vous étiqueter puis vous traiter de tricheurs, tricheuses, etc. Donc, ça aurait dû être dit. Ça montre à quel point il manquait de l'information pour savoir c'était quoi les règles du jeu. Hein? C'est une métaphore qui est bonne dans n'importe quoi, dans la recherche d'emploi ou dans qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les... comment dire, de bouche à oreille, avoir les idées qu'il va y avoir une promotion qui va s'ouvrir avant que ça sorte. Ça prend un réseau social élargi, etc. Ça montre plusieurs choses. Très bon exemple. Donc, s'il faut être capable, après ça, faire preuve de courage managérial, c'est dire « Ah, je suis désolé, je m'excuse, publiquement, j'ai fait une erreur. » Est-ce que tous les gestionnaires font ça? Pas toujours évident de se mettre sur la place publique et reconnaître ses erreurs devant les... On a tendance des fois à se cacher, à ne pas vouloir les avouer. Un bon ou une bonne gestionnaire va faire ça. Le courage, c'est de prendre des décisions, justement, qui ne sont pas faciles, mais de ne pas se mettre la tête dans le sable, de ne pas faire comme si ça n'existait pas, balayer ça en dessous du tapis, au contraire. Leadership inclusif, puis dans leur monde idéal, toutes les personnes gestionnaires auraient ça. Leadership inclusif, c'est faire, entre autres, s'assurer que tout le monde parle autour de la table. Pas juste tout le temps les mêmes personnes qui lèvent la main. Céline, Amel, je ne sais pas qui. C'est super de vous entendre, puis je ne suis pas en train de critiquer ça du tout. Je faisais la même chose quand j'étais professeur. C'est le fun, mais il y en a tout le temps 3, 4, 5 qui parlent plus que d'autres dans un groupe. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont rien d'autre d'intéressant à dire. Mais des fois, il faut aller les chercher, ces personnes-là. Il faut être capable de nommer la personne, dire « Hey, toi, qu'est-ce que tu penses? Il me semble que tu ne parles pas souvent, mais ça serait le fun de t'entendre. Je suis sûr que... Ah, et là, la personne parle. Je ne sais pas combien de fois ça m'est arrivé comme professeur de dire « Je vais parler à quelqu'un qui n'osait pas lever la main parler en public. » Personne ne sort de quoi de super intéressant. Les autres la regardent en voulant dire « Ah, elle existe, cette personne-là. Elle a quelque chose d'intelligent à dire. » Ben oui, c'est ça aussi. C'est de s'assurer qu'il n'y a pas personne qui est laissé de côté puis d'aller chercher les gens. Donc, on n'est pas dans quelque chose qui est nécessaire, mais c'est une stratégie pour faire en sorte que les gens se sentent inclus dans le groupe. Un leader, une leader devrait faire ça. Adopter une communication sensible à la diversité culturelle et de genre. J'ai vu un feuillet à l'entrée en arrivant ce matin quand je déjeunais. C'est quoi la communication interculturelle? Pas prendre pour acquis que tout le monde qui parle la langue sait nécessairement comment on doit communiquer au Canada, les mêmes façons, l'importance du non-verbal. Si quelqu'un dit « oui, oui », tu dis de quoi à un employé qui dit « oui, oui, j'ai compris ». Tu te retournes, il n'a rien compris. Il dit « oui, tu viens de dire que tu as compris. » « Oui, mais je ne peux pas dire que je n'ai pas compris dans ma culture d'origine, c'est comme ça. » « OK, sa chanson développe un truc. Répète-moi ce que je viens de te dire, écris-moi ce que je viens de te dire, tu sais-tu ce que ça veut dire, ça, etc. On va un peu plus loin. C'est important d'être sensible à ça. Pas d'infantiliser les gens, mais s'assurer que le message qu'on communique est compris. Pas juste entendu, compris dans le sens de on sait ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est attendu de nous. La même chose par rapport au genre aussi, avoir une communication sensible. Si je parle au masculin générique, qui est de plus en plus remis en question tout le temps, si je dis la forme masculine inclut aussi les femmes, etc., s'il y en a qui sont trans, sont non-binaires là-dedans, ils ne vont pas se sentir inclus pour autant. Être sensible à cette nouvelle réalité-là, communiquer, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps en train de marcher sur des œufs.
Il faut être capable de s'ouvrir, d'avoir un mode de communication qui est le plus inclusif possible, puis d'être capable après ça de dire « Ah, excuse-moi, si vous n'utilisez pas le bon pronom, je l'ai fait demander tout à l'heure, d'ailleurs, je ne suis pas revenu là-dessus, puis je ne l'avais même pas mis, moi, sur la diapositive titre. Pourquoi je vous demandais votre pronom? Pourquoi on demande des pronoms? Pourquoi on met des pronoms dans les signatures courriels de nos jours, des fois, de plus en plus? Pourquoi on fait ça? Comment? Pour s'identifier? Mais c'est... Exact. Et c'est un symbole aussi qu'on est une personne alliée. Ce n'est pas parce que moi, c'est évident que je suis un homme que c'est il ou une femme, c'est elle, etc. C'est pour dire aux autres personnes aussi, faites-le pour ne pas donner le mauvais genre à la personne en s'adressant à monsieur, madame, alors que la personne se sent plutôt homme ou femme ou non-binaire ou c'est une personne qui a des enjeux par rapport à ça. Amel? Exact. Ben oui. Très bien. Donc, c'est une pratique qui est de plus en plus répandue, qui n'enlève rien à personne. C'est pas parce que c'est écrit il ou elle, ou lui, elle, dans votre courriel, que ça enlève quelque chose à Gaston, ou à Ginette, ou je ne sais pas qui. Ça n'enlève rien. Il y a des gens qui se sentent attaqués par rapport à ça. Mais il faut sensibiliser les gens et expliquer pourquoi on fait ça. Il y en a d'autres qui, dans des formations EDI, commencent en disant on est sur un territoire autochtone, non cédé. Pourquoi on fait ça? Pourquoi je ne fais pas ça? Bon, ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec ça. On fait ça pour reconnaître justement la situation dans laquelle on est et pour mettre de l'avant qu'on est sensible aux enjeux vécus par les Premières Nations, qu'on est arrivé, puis on a débarqué les colons européens, puis on a pris leur territoire, etc., etc. C'est pour démontrer cette sensibilité, cette ouverture, pour nommer les choses, dire on est dans un milieu sécuritaire, etc. Il y a différentes façons de faire comme ça qui se veulent plus inclusives, mais c'est important de les expliquer, ce que j'ai manqué de faire tout à l'heure au début. Il y a des fois des gens qui disent « Ouais, mais pourquoi tu demandes notre pronom? » Ben oui, c'est pour ça. Il faut le faire, même si ça peut paraître évident. Et là, des fois, on peut se rendre compte « Oh, quelqu'un qui... J'étais sûr que c'était il ou elle, mais là, non, j'entends. Ah, OK. » Ça fait comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas visibles, mais qui sont importantes de connaître après pour communiquer avec la personne, s'assurer de ne pas lui attribuer le mauvais genre, etc. Valoriser, créer un espace sécuritaire au travail, la sécurité psychologique, c'est-à-dire où tout le monde peut être lui-même ou elle-même, parler de ces enjeux sans avoir peur de se faire intimider, de se faire juger, de se faire mettre de côté, etc. C'est très important, un concept clé que j'aurais très bien pu définir tout à l'heure avec celui d'allié. Oui. Lazare, oui, le micro. Excusez-moi. Non, dans les meilleures pratiques, je voulais savoir si c'est ce qui est la norme. La norme maintenant. Quand vous avez écrit dans la phrase Tusk. Moi, je sais que le Tusk, même quand on veut mettre en avant l'inclusivité et tout, oui. On écrit T-O-U-T, entre parenthèses E, et puis S pour inclure le genre, tous les genres. Oui. Tous les genres. Mais maintenant, je ne sais pas avec les... ce qui s'en vient là, je ne sais pas. Donc là maintenant, dans les bonnes pratiques, c'est mieux d'écrire tous le T-O-U-S et puis T-E-S. Excellente question. Ça, c'est juste dans les communications pour nous mettre à l'aise. Mais c'est une très bonne question, Lazare, que j'ai pas pris. Je l'ai expliqué, mais je suis allé vite encore une fois là-dessus. Moi, c'est une forme d'écriture inclusive qui est davantage militante. Les gens qui écrivent tous, qui inventent des nouveaux mots, qui parlent de YEL, qui utilisent des mots que la plupart des gens n'utilisent pas, c'est pour mettre de l'avant, puis c'est très important. Ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres procédés d'écriture inclusive. On pourrait utiliser la parenthèse pour mettre le E, justement, entre parenthèses. On peut utiliser le point médian, on peut utiliser le point. Et là, on rentre dans la complexité qui était évoquée tout à l'heure. Est-ce que c'est Jessica? Non? Ton prénom? Jessica qui évoquait, « Ouais, mais là, ça se peut-tu qu'on ne comprenne plus? » Oui, ça se peut. Il y a plusieurs formes d'écriture inclusive, de rédaction inclusive, et il n'y a pas personne qui s'entend sur laquelle qu'on doit adopter. Tout ça, c'était pour le montrer que ça existe. Vous allez peut-être le voir, vous allez peut-être voir le tout, T-O-U, point médian, T-E-S, point médian, S, ou avec la parenthèse. La question, et après ça, c'est laquelle qui est la plus inclusive. Là. En tout cas, on rentre dans un autre débat, là. Mais c'est une des bonnes pratiques, c'est d'être sensible à ça, de s'assurer d'être le moins exclusif possible. Disons que le principe devrait être celui-là. Valoriser la diversité et l'inclusion dans votre entreprise. Il y a encore des gens qui ont de la difficulté à dire « Ouais, mais je ne peux pas parler de diversité au travail. » Pourquoi?
Moi, c'est quelque chose que je me suis fait dire souvent au Québec, dans la fonction publique au Québec, des gestionnaires ils disent « Je ne peux pas parler de diversité. » Pourquoi? Ben, ça va créer des tensions, des conflits, ça va créer des débats. OK, mais tu fais quoi de bord? Tu n'en parles pas, puis tu espères que ça va disparaître comme ça va se régler tout seul? Non. Il faut faire preuve de courage, on revient à l'autre, et être capable de dire on valorise la diversité. C'est une richesse à notre société, c'est une richesse dans notre entreprise. Voici pourquoi, voici ce que ça amène, tous les bénéfices que je vous présentais précédemment. La même chose pour l'inclusion. Pour l'inclusion, ce qui est important de garder en tête et souvent important de répéter, c'est de dire tout ce qu'on fait en matière d'équité, diversité, inclusion, ce n'est pas pour les personnes des groupes minoritaires, c'est pour tout le monde. Il y en a qui en ont besoin de plus parce qu'ils ont des obstacles au quotidien, ce qui n'est probablement pas mon cas. La plupart des personnes qui sont dans des positions un peu plus près du pouvoir, avec moins de caractéristiques, justement, qui risquent d'être marginalisées. Mais c'est très important de dire on fait ça pour tout le monde. L'égalité, c'est mieux. C'est le titre d'un livre que j'ai lu quand j'étais à l'université qui dit exactement ça. L'équité ou l'égalité, c'est mieux pour tout le monde. C'est mieux pour une société. On regarde les sociétés où il y a les moins d'inégalités dans le monde, c'est là où il y a le moins de criminalité, il y a le moins de décrochage scolaire, il y a le moins de ci, il y a le moins de problèmes sociaux. Ça, c'est dans les pays scandinaves, en Europe. Puis à l'opposé, c'est les États-Unis. Non, malheureusement, c'est une réalité. Là où il y a le plus d'inégalités, il vient le plus de problèmes aussi sociaux. Ça va de pair. Autre meilleure pratique, procéder à un examen critique des pratiques, processus, gestion RH. Céline le disait tout à l'heure, pour innover, reconnaître que ces processus ou ces pratiques au sein d'une entreprise ne sont pas parfaites. Ce n'est pas une surprise, il n'y a rien de parfait, mais reconnaître qu'elles sont porteuses de certains biais et qu'on veut les améliorer. Hey, c'est quoi? C'est un bénéfice pour l'entreprise, c'est faire amende honorable. Malheureusement, on fonctionnait comme ça avant, mais là, on vient de se rendre compte qu'il faut changer le langage dans notre rédaction d'emploi. Si on veut arrêter d'avoir des candidatures d'hommes, il faudrait peut-être que ça ne soit pas juste au masculin. Il faudrait mettre qu'on cherche une conseillère ou un conseiller. S'assurer qu'on ait une rédaction qui est plus inclusive. La même chose pour toutes sortes de mots qu'on peut retrouver dans des offres d'emploi et après ça, dans les politiques internes. Si on parle de promotion au masculin tout le temps, bien, comment ça se fait qu'on n'a pas de femmes? Comment tu veux que les femmes se reconnaissent si tout est au masculin depuis longtemps? C'est important de revoir ces processus à l'interne, de revoir ces façons de communiquer aussi. S'assurer d'avoir une représentativité dans les équipes de direction et de travail. Si on veut engager de manière plus diversifiée encore, comment est-ce qu'on veut le faire si notre équipe de direction est blanche puis masculine à mur? Il faut être conséquent. Ce qu'on veut, il faut prêcher par l'exemple, il faut être capable de le faire dans les équipes, il faut être capable de se soucier de ça. Puis je reviens à ce qui était dit tout à l'heure, de faire le premier pas. Je pense que c'est Félicité qui le disait. Si, comme dirigeant ou dirigeante d'entreprise, je vais voir puis je dis « Hey, j'ai besoin d'aide. Peux-tu m'aider? » Je reconnais que j'ai un problème, je vais chercher de l'aide. C'est quelque chose qui est difficile à faire à la base, mais qui est un pas dans la bonne direction pour s'améliorer. C'est sûr que si on veut une meilleure représentativité, on peut travailler à l'interne d'abord avant d'aller recruter à l'externe pour continuer dans cette voie-là. Deux dernières des meilleures pratiques, se doter d'objectifs SMART. Est-ce qu'il y en a qui travaillent ici avec des objectifs SMART au quotidien? Céline, levez la main les autres. Amel, 3, 4, Mireille, 5 personnes. Moi, j'ai commencé à faire ça quand j'étais au doctorat. J'ai appris l'existence des objectifs SMART. Je n'avais jamais eu besoin de ça avant. J'en aurais eu besoin. Je ne savais pas que ça existait, mais au doctorat, j'ai eu un enjeu. Je disais, OK, là, il faut que je maximise. Il ne faut pas que je parte des heures à lire ou à rédiger. Il faut que je sois mieux encadré. Se doter d'objectifs SMART, ça nous permet de rester focalisé sur ce qu'on a à faire, de ne pas le perdre de vue, puis de faire plusieurs petites actions. Puis de cumuler les petites réussites. Ah oui, j'ai fait ça aujourd'hui, de cocher psychologiquement, c'est quelque chose d'important. D'être capable d'identifier, OK, là, dans la prochaine demi-heure, si vous jumelez ça avec la méthode Pomodoro, il y en a qui connaissent la méthode Pomodoro? Ça va souvent avec ça. Moi, j'ai jumelé ces deux choses-là ensemble. C'est une minuterie Pomodoro. Puis en gros, Pomodoro, c'est mot tomate en italien. C'est souvent ça, la minuterie qu'on a dans la cuisine sur le four, qui est en minutes. Là, si ce n'est pas intégré dans le four, on met le temps pour la cuisson. Mais il y a un nouveau outil, une application sur Internet, vous le trouvez facilement. Le principe est simple, puis ça va. Moi, je l'associe beaucoup avec ça, puis je vous invite à considérer ça aussi dans vos pratiques personnelles au travail pour améliorer, avoir le sentiment d'être plus performant au travail, puis souvent, ça vous prend moins de temps parce que vous évitez de vous perdre. Le principe est celui-là. Vous avez 25 minutes dans une demi-heure où vous travaillez, vous prenez 5 minutes de pause. Vous allez me dire, dans vos milieux de travail, vous ne pouvez peut-être pas tout le temps faire ça, mais les 25 minutes sur lesquelles vous travaillez, vous identifiez un objectif précis. SMART, c'est pour un objectif qui est spécifique, mesurable,
atteignable, réaliste et temporellement défini. On a quelque chose de concret. On ne dit pas, je travaille là-dessus. Non, non, je travaille là-dessus pour faire ça. Il faut que ça soit fini à telle période. Je peux en avoir un objectif SMART qui dure une demi-heure. Je peux en avoir un autre qui dure une journée ou une semaine. Oui, Frédéric? Je reviens sur la méthode Pomodoro après. C'est juste par rapport à la méthode Pomodoro. C'est juste, cette méthode nous permet de maximiser notre temps. Ça nous permet de gagner plus de temps. Mais il faut tenir compte aussi du paradigme dans lequel on se trouve. Absolument. C'est-à-dire, si on veut utiliser cette méthode de façon aveugle, on ne peut pas atteindre nos objectifs. Parfois, vous avez quelque chose, mais on vous dit vous prenez peu de pause dans cette méthode. On dit prenez peu de pause. Oui. Vous devez faire en sorte que vous devez gagner plus de temps. Oui. Mais il y a des circonstances atténuantes. Il y a des circonstances dans lesquelles on veut atteindre un objectif vite. Moi, parfois, je peux me réveiller à 2 heures du matin et travailler. Parce que si je veux maximiser, oui, mon temps, mais j'ai besoin d'un résultat. Donc voilà un peu, c'est le bémol qu'il faut mettre dans cette méthode. Merci. Merci, Frédéric. Effectivement, ce n'est pas tout le monde qui le peut, mais moi, j'ai repris ça après le doctorat dans mon travail. C'est quelque chose qui me structure au travail. Puis l'idée, c'est ça, c'est qu'on est productif, mais on a besoin de pause. C'est la même chose dans une formation. Si je vous donnais une formation mur à mur, 2h30 depuis le début, on serait arrivé à la moitié à peu près. Après 75 minutes, c'est à peu près le maximum de concentration qu'on peut avoir. C'est un peu la durée des cours des élèves au secondaire aussi. On va chercher le maximum. L'objectif d'une méthode Pomodoro, c'est qu'on se donne des pauses, on se donne des récompenses, puis on coche aussi quand on a réussi notre objectif, puis on est capable de voir, puis on peut devenir plus performant en moins de temps. C'est une chose. Mais se doter d'objectifs SMART en matière de DI, c'est de dire, au lieu de foncer à quelque part sans savoir où on s'en va, ça ne marche pas. On se donne des objectifs à atteindre, on se donne des moyens, puis éventuellement, si on n'arrive pas à l'atteindre dans le temps qui est défini par l'objectif, bien, on essaye d'autres choses. Si la stratégie ou le moyen qu'on a utilisé ne marchait pas, on y va. On continue avec ça. C'est la même chose. C'est dans un plan d'action, c'est dans une planification stratégique. L'idée est là, c'est d'identifier des actions prioritaires sur lesquelles travailler, parce qu'on peut partir dans toutes les directions en matière de DI. Et souvent, les personnes avec qui je travaille disent « je ne sais pas par où ». C'est normal. Puis des fois, on ne sait pas, même quand on est en cours, on est en processus, des fois, on peut se perdre parce qu'émergent d'autres priorités. Il faut les noter, les mettre de côté, mais revenir à ce qui est le plus important et cibler ce qui fait le plus de sens à l'intérieur des milieux de travail. Derrière, adopter une gestion et politique de tolérance zéro envers la discrimination, racisme, bien conscient, microagression. Ça a l'air de base de dire ça, mais c'est fondamental. Si vous n'avez pas de politique dans votre milieu de travail qui interdit la discrimination, on a beau avoir des lois, mais ça reste abstrait. En milieu de travail, d'avoir des formations, d'avoir des politiques qui sont appliquées. Savoir une politique, c'est bien beau, mais ce n'est pas tout. Si elle n'est pas appliquée, si on ne fait pas de suivi, ça ne donne rien. Mais en avoir une qui envoie le message clair, c'est interdit de discriminer ici, c'est interdit justement de dire des choses qui en apparence ont l'air drôles, mais qui blessent les personnes. C'est interdit de faire de l'intimidation, du harcèlement psychologique. C'est important et ça permet d'avoir un outil pour intervenir comme employeur après, comme gestionnaire, dire « Hey, tu as fait ça? Ouais, mais non, tu n'as pas le droit, regarde, là, c'est dans nos valeurs, c'est dans notre politique X, c'est interdit chez nous, on ne tolère pas ça. » Est-ce que vous avez d'autres idées, des bonnes pratiques que vous avez observées dans les observations ou des choses qui vous parlent de ce que je viens de vous présenter là, qui vous permettent de rattacher ça à un exemple concret qui pourrait être partagé avec tout le monde dans le but justement de montrer quelque chose qui existe, de partager votre vécu par rapport à ça? Céline, c'est bon. C'est toujours bien d'avoir des personnes qui parlent tout le temps aussi. Merci Céline, on t'écoute. Je suis désolée. Je pense qu'une excellente pratique, en tout cas que moi j'ai repéré dans mes différentes expériences de gestionnaire et de manager, c'est d'encourager le questionnement et vraiment de valoriser quand les personnes posent des questions, parce que ça fait peur en fait de poser des questions, ça fait peur d'admettre comme Jessica l'a fait, qu'on est confus, ou comme d'autres personnes qui l'ont fait, plutôt on disent moi j'ai jamais entendu parler de ça ou je sais pas de quoi il s'agit, est-ce que tu peux m'expliquer? Je pense que c'est extrêmement important, surtout quand on est dans un rôle hiérarchique, de valoriser ce questionnement. Très bien, je peux être que d'accord avec ça. C'est un signe d'intelligence poser des questions. C'est avouer au public qu'on n'a pas compris, forcer la personne qui fait la présentation à enrichir sa réponse pour que tout le monde puisse en bénéficier après. C'est vraiment très important de susciter cette bonne pratique-là en milieu de travail, de l'encourager. Autre personne à partager, sinon on poursuit puis on garde ça en tête, tout ça. Lazare. Avec toute bonne pratique, c'est que
tout ce vécu-là, de la façon, en pratique, tout est sournois. C'est ça, c'est comme les micro-agressions, tout ça, ça rentre dans le contexte et c'est sournois. Et c'est difficile, même quand tu fais un questionnement, que la personne se livre. Oui. Ça, c'est un peu, moi, les limites que je vois, même avec les bonnes intentions, de bonnes pratiques. Mais après, c'est trop personnel. Merci pour ce partage. Effectivement, quand on est dans une position de pouvoir, une position on prend des décisions, tout peut être dans une petite organisation aussi, tout peut revenir à nous. Des fois, ça peut être délicat de ne pas prendre ça personnel, mais il faut continuer la sensibilisation, il faut continuer de pousser un peu plus loin puis de former des personnes qui comprennent ça. Il faut déléguer. Il faut faire confiance aux gens. Il faut leur donner justement des choses à faire par rapport à ça pour s'améliorer de ce côté-là. Il y a amplement place pour s'améliorer de ce côté-là, mais effectivement, c'est un enjeu qui est rencontré chez les personnes gestionnaires. Avant-dernière diapositive, on termine la dernière avec des outils, puis je vais passer rapidement sur les outils. Vous allez avoir accès au PDF, c'est des outils qui sont tous en ligne. Des lectures complémentaires sur l'ORDI, je vous en suggère 3. Celle-ci qui fait le tour de tout ce qui s'est passé aux États-Unis dans les dernières décennies pour comprendre qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas en matière d'EDI. Qui dit, oui, les formations, ça ne marche pas, mais certaines formations fonctionnent, il faut mettre l'accent là-dessus, et éviter ça et éviter ça. Getting to Diversity, What Works and What Doesn't. 2 sociologues qui travaillent sur ces questions-là depuis très longtemps, une référence incontournable aux États-Unis. Un petit bijou, ce livre-là. Celui-là aussi, si je devais en conseiller un seul parmi les 3, ce serait celui du milieu. DEI, Deconstructed. Lily Zhang, figure de proue aux États-Unis en matière d'EDI. C'est écrit en anglais, il n'est pas traduit encore. C'est un livre en 10 chapitres qui fait le tour de la question de l'EDI en remontant dans le passé pour comprendre qu'est-ce qu'on vit actuellement à l'ère numéro 2 de Trump, pour montrer pourquoi il y a des réactions, pourquoi il y a la résistance, mais qui montre qu'est-ce qui fonctionne, qui met l'accent justement sur des processus formels comme des diagnostics avant de déboucher sur l'information, qui met très bien le doigt sur ce qui ne marche pas dans les formations, quand tu payes une personnalité connue d'un groupe minoritaire qui vient parler à ton entreprise, si tu fais juste ça pour mettre de la poudre aux yeux, ça ne marche pas. Si tu te dotes d'une politique EDI et tu ne l'appliques pas, ça ne marche pas. On met le doigt sur tout ce qui ne fonctionne pas et on met le doigt sur ce qui fonctionne. Plus pratico-pratique, c'est bon pour des gestionnaires, c'est bon pour approfondir vos connaissances. Et des gens qui partent avec 0 base en DEI, ça définit aussi les concepts de base, comme on a vu. Ça va plus loin en matière de diversité, équité, inclusion, puis une douzaine de définitions qui sont données aussi. Très, très riche. Franchement, celui-là, ici, c'est plus de la recherche universitaire basée sur énormément de statistiques, mais ça, c'est plus accessible. DEI Deconstructed de Lily Zhang. Et Reconstructing DEI, la même personne, un livre plus pratico-pratique, des outils, des choses concrètes, des exercices à faire dans les organisations pour faire parler autour de l'EDI, pour justement avancer de ce côté-là. C'est un outil complémentaire, mais vraiment celui-là à lire au milieu par rapport à ça. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu certains des livres qui sont là? C'est tout en anglais. C'est plate, il n'y en a pas d'aussi bon en français encore. Ça viendra peut-être, ça sera peut-être traduit, mais ça vaut vraiment la peine. Puis c'est dans un langage très accessible, DEI, Deconstructed. Dernière diapositive sur les ressources, puis je ne veux pas empiéter sur le temps que Chantal va prendre pour conclure votre symposium. Il reste 4 minutes. Ressources pour les organisations. Vous avez le défi 50-30 que vous connaissez sans doute, votre avantage de la diversité, programme fédéral qui donne des ressources, qui a une boîte à outils, qui encourage les entreprises à diversifier leurs équipes de direction, à avoir certains objectifs de représentation hommes, femmes, diversité ethnique. Il y a une dizaine d'actions à entreprendre pour appuyer l'EDI dans votre organisation. La photo vient de là aussi. On valorise la diversité puis on donne des outils vraiment. Puis il y a plusieurs entreprises qui sont engagées de ce côté-là parce que ça permet de rembourser des frais si on atteint les objectifs. La boîte à outils, une autre affaire qui offre des ressources assez intéressantes, l'outil de recherche d'aide aux entreprises. Les entreprises qui disent, oui, je vais aller de l'avant avec l'EDI, mais je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de ressources. Mais va voir là, il y a des subventions qui sont possibles. Je travaille de mon côté des fois avec des organismes sans but lucratif qui vont chercher des subventions pour nous engager. La même chose dans les universités, entre autres choses. Bien conscient et recrutement, un petit fascicule de quelques pages qui fait le tour de la table par rapport aux enjeux qu'il y a dans le recrutement en lien avec les biens conscients. Il y a l'autre référence que je vous ai donnée tout à l'heure sur une diapo raccourcie qui est très importante pour les biens conscients de manière plus générale. Là, c'est spécifique sur le recrutement. Et l'Université Laval,
parmi de nombreuses universités. L'UQAM est excellente aussi par rapport à ça, qui a une page, vous avez beaucoup d'informations, définitions, des choses à faire en matière de DI pour aller chercher des définitions, entre autres. Très important. L'Université Laval, très bien développée depuis quelques années. Je ne fais pas la promotion pour l'université là, où j'ai fait mon doctorat. Ça donne que c'est comme ça. Puis une université qui a fait de grands pas par rapport à l'EDI dans les dernières années en nommant des personnes à des postes importants, des personnes autochtones, comme j'entendais tout à l'heure, pour montrer que ce n'est pas juste pour les mettre là. On leur donne des pouvoirs, sont à la tête, puis à la même chose à l'UQAM aussi, avec le bureau d'inclusion et la réussite étudiante, notamment le BIRE à l'UQAM. Donc voilà pour les... et il me reste 2 minutes à la toute fin, les mots de la fin. Quel concept, propos ou exemple que vous allez retenir de cet atelier? On pourra peut-être prendre une parole ou deux. Ou qu'est-ce que vous auriez aimé apprendre de plus aujourd'hui que je n'ai pas pu présenter parce qu'on doit faire des choix. Merci beaucoup pour votre écoute, votre participation à l'atelier. C'était super, mais quelques mots de la fin de votre côté. J'ai une question, puis ça n'a aucune affaire avec mon intelligence, mais ta slide numéro 2, c'est peut-être répondre à cette deuxième question-là, c'est... Tu avais parlé qu'un organisme, une business ou que ce soit devrait peut-être nommer un go-to, une personne qui est dédiée à l'EDI oui. ou peut répondre aux questions. Ma question, c'est est-ce que cette personne-là, c'est un homme, une femme, un jeune, moins jeune, noir, blanc, à cause de la personne qui questionne ou porte plainte ou de quoi? Cette personne devant toi, c'est peut-être un enjeu. Excellente question. Merci. Une réponse rapide en 2 temps. D'une part, tu nommes la personne la plus compétente. Nommer la personne en fonction de son identité, c'est l'erreur à ne pas faire. Si tu veux faire du diversité de façade, on va là-dedans. Si tu veux quelqu'un de compétent et qui est en plus une personne qui appartient à un groupe visé, un groupe minoritaire, parfait. Meilleure chose à faire. Et l'autre chose que tu ne poses pas, mais à quoi ça me fait penser, il faut faire attention. Ce n'est pas une obligation de nommer quelqu'un. Puis des fois, quand on nomme quelqu'un de responsable, tout le monde se désengage. Il faut faire attention. Si tu nommes quelqu'un, il faut quand même que tu maintiennes les autres personnes de l'organisation impliquées dans le processus. Il ne faut pas que les gens se fient sur cette personne-là en question. Donc, des fois, c'est peut-être mieux de ne pas avoir quelqu'un. Même chose qu'une politique. Si on se dote d'une politique, des fois, genre, on a une politique. Non, non, ce n'est pas parce que c'est une politique que ça se met en place aussi simplement. Donc, des fois, il faut se questionner. Est-ce qu'on veut vraiment ça ou pas? Ou si on veut ça, il faut penser à ça aussi. Merci pour la question. Derrière, le mot de la fin. Qu'est-ce que vous auriez aimé apprendre de plus aujourd'hui? Rien? Ça veut dire que c'est bien? Merci beaucoup tout le monde pour votre participation. C'est un réel plaisir d'être avec vous. N'hésitez pas à me contacter si vous aimeriez que j'aille dans vos organisations, dans vos milieux. Ça a été discuté à la pause déjà avec quelqu'un d'autre. Ça va me faire plaisir de continuer à sensibiliser les gens et à parler de ces choses-là pour aller davantage du côté de plus d'EDI dans les entreprises et dans notre société aussi. Merci beaucoup.